Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour ce premier webinaire Iléon. C'est un webinaire qui est organisé par l'équipe d'endoscopie digestive du Centre Léon Bérard. C'est une structure de dépistage, enfin une structure de prise en charge diagnostique et thérapeutique des cancers, et on fait partie de l'équipe d'oncologie digestive, comme vous pouvez le voir sur cette photo, avec l'équipe d'oncologues médicaux au premier plan, de chirurgiens digestifs et d'endoscopistes qui sont situés au milieu. Ce webinaire a été organisé suite à l'augmentation en taille de notre équipe et à l'élargissement de notre activité, notamment sur les diagnostics précoces et le dépistage des cancers digestifs. Nous avons décidé d'organiser des présentations et des thématiques autour des prises en charge en hépatogastroentérologie et en oncologie digestive qui nous paraissent avoir un impact en prise en charge ambulatoire. Le but de ce type d'événement est de réussir à créer un réseau de soins plus horizontal avec nos correspondants locaux, qui nous permettre de vous connaître et de vous apprendre à nous connaître. Nous allons commencer tout de suite avec l'orientation et la conduite à tenir devant un ictère. Je suis Antoine Coupier, je suis gastro-entérologue dans le service d'endoscopie digestive. Dans un premier temps, un petit rappel sur le métabolisme de la bilirubine et de l'ictère. La bilirubine est un produit de dégradation de l'hème qui est contenu dans les globules rouges, qui se transforme en bilirubinogène dans les vaisseaux sanguins, puis en bilirubine libre. Cette dernière est captée au niveau des hépatocytes par l'OATP et est conjuguée par l'UGTA1 en bilirubine conjuguée. Elle est ensuite éliminée au niveau des voies biliaires, puis envoyée dans le tube digestif et éliminée dans les selles. Il y a plusieurs cas cliniques qu'on peut retenir. Dans un premier temps, les ictères à bilirubine libre. Comme vous pouvez le voir, la problématique est plutôt située au début de ce métabolisme, au niveau des vaisseaux et des hépatocytes. Dans un premier temps, on peut avoir une production en excès de bilirubine libre, l'hémolyse, de cause auto-immune, carentielle ou génétique. Une capture hépatique insuffisante par l'OATP pour des causes médicamenteuses, la rifampicine, les anti-VIH et certains immunosuppresseurs, dont le tacrolimus, mais aussi des causes inflammatoires dans les hépatites. En plus de l'atteinte hépatocellulaire, il peut y avoir une sidération de l'OATP responsable de l'ictère à bilirubine libre. Dans un dernier cas, on retrouve une conjugaison hépatique insuffisante par atteinte de l'UGTA1 avec un syndrome de Gilbert en cas de mutation ou un syndrome de Crigler-Najjar en cas de déficit. Déficit total en cas de syndrome de Crigler-Najjar de type 1, responsable d'un ictère néonatal grave nécessitant une transplantation hépatique, ou déficit partiel en cas de syndrome de Crigler-Najjar de type 2 avec un pronostic bien meilleur, les patients présentant seulement un ictère à bilirubine libre assez intense, plus intense que dans le syndrome de Gilbert, aux alentours de 100 microgrammes par litre. Dans un deuxième temps, on va parler des ictères à bilirubine conjuguée ou mixte, sans dilatation des voies biliaires. Comme vous pouvez le voir, la problématique est plutôt au niveau des hépatocytes ou des petites voies biliaires. Ce dernier peut survenir à surfoie sain ou surfoie pathologique, avec d'une part les hépatites aiguës, par insuffisance hépatocellulaire ou cholestase intrahépatique, avec un délai d'apparition de moins d'un mois. D'autre part, les décompensations de cirrhose et dernièrement, l'expression des hépatopathies chroniques cholestatiques. Le pronostic et la prise en charge dépendent bien entendu de la cause. Pour ce qui est des hépatites aiguës, on retrouve, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, deux cas de figure. Les hépatites cholestatiques, dans ce cas-là, l'ictère est un symptôme de la pathologie, et l'insuffisance hépatocellulaire, dans ce cas-là, l'ictère est un signe de gravité. On va parler très rapidement de l'insuffisance hépatocellulaire, qui ne sera pas le sujet de la présentation. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique si le TP spontané ou le facteur 5 est inférieur à 50%, en cas d'encéphalopathie hépatique, et en cas d'ictère si jamais ce dernier est présent. Dans ce cas-là, il faut se rapprocher d'un centre de greffe hépatique. En région lyonnaise, c'est l'hôpital de la Croix-Rousse. Pour ce qui va être des hépatites aiguës cholestatiques, on va d'abord parler des hépatites virales. L'hépatite E est la principale hépatite virale en France et en Europe, avec plus de 2000 à 3000 cas par an. Le vecteur est alimentaire, avec une durée d'incubation de 15 à 60 jours. L'évolution est très généralement favorable, sans passage à chronicité. À noter la présence de deux populations particulières, que sont les femmes enceintes à risque de développer une hépatite fulminante et les patients immunodéprimés à risque de développer une hépatopathie chronique. Chez ces patients, la ribavirine peut être administrée. Le BV ou la mononucléose infectieuse est un virus extrêmement fréquent, dont la forme cholestatique est très rare, mais du fait de la très grande fréquence de cette infection, on retrouve assez fréquemment en population générale. Le vecteur est la salive. La durée d'incubation est de 15 à 21 jours après le syndrome mononucléosique. L'évolution est traînante, mais généralement favorable, avec des rares cas de chronicisation chez les patients immunodéprimés. Parlons ensuite des hépatites virales A et B.
qui sont elles aussi présentes en France. L'hépatite A a un vecteur orofécal, une durée d'incubation de 15 à 50 jours, et une guérison est habituelle entre 2 et 6 semaines. L'hépatite B a un vecteur sanguin, avec une durée d'incubation de 45 à 90 jours. Je vous rappelle que la guérison est la règle des hépatites B aiguës dans plus de 90% des cas, avec 10% de chronicisation nécessitant un traitement par antiviraux. Pour les causes médicamenteuses, on va d'abord parler des antibiotiques. Les antituberculeux, notamment la rifampicine, sont bien connus pour donner des hépatites, avec des hépatites cholestatiques dans 0,4 à 5% des cas. Néanmoins, ce médicament est rarement utilisé, par conséquent, on le retrouve assez rarement en population générale. L'amoxicilline, notamment associée à l'acide clavulanique, donc l'augmentin, présente plus rarement des toxicités hépatiques, notamment cholestatiques, mais beaucoup plus fréquemment utilisée et donc un cas classique d'hépatite médicamenteuse en population générale. De même que la ciprofloxacine. Les statines, notamment la torvastatine, peuvent donner des toxicités hépatiques, notamment cholestatiques. Les anti-inflammatoires stéroïdiens aussi. Et travaillant ensemble de la lutte contre le cancer, on ne peut que parler de l'immunothérapie, donnant de façon régulière des hépatites immunomédiées nécessitant une prise en charge spécifique. Dans un dernier temps, on va parler des phytothérapies qui sont de plus en plus utilisées et malgré le fait que ce soit des traitements naturels, ils contiennent des principes actifs pouvant être hépatotoxiques. Cette méta-analyse assez récente a évalué la principale phytothérapie avec toxicité hépatique et on peut retrouver des hépatites cholestatiques pour le thé vert, le ichou, qui est une herbe chinoise, et l'aloe vera. Parlons maintenant des décompensations de cirrhose, excusez-moi. Pour rappel, la cirrhose est une situation d'extrême fragilité au niveau hépatique. De nombreuses causes peuvent être responsables d'une décompensation et l'ictère peut en être une manifestation. Les facteurs déclenchants peuvent être une infection, une prise de médicaments hépatotoxiques, la consommation d'alcool, la présence d'une hémorragie, la modification des traitements habituels. Les, euh, les symptômes de la décompensation hépatique peuvent être une décompensation œdémato-ascitique, une infection liquide d'acide, une insuffisance hépatocellulaire dont l'ictère peut être une forme, l'hémorragie digestive et l'encéphalopathie hépatique. Pour ce qui va être des hépatopathies chroniques cholestatiques, l'ictère peut être une forme inaugurale ou l'expression de la décompensation d'une de ces maladies. On peut citer la cholangite biliaire primitive, la cholangite sclérosante primitive, les cholangites sclérosantes secondaires, qu'elles soient radiques, infectieuses ou toxiques, ainsi que les causes génétiques et congénitales. Voici un bilan qui me semble être nécessaire en cas de perturbation chronique ou aiguë du bilan hépatique et notamment de cholestase. L'imagerie est indispensable, l'échographie est suffisante, un scanner sera préférable. Cette première partie du bilan nous permet d'évaluer la gravité de l'atteinte hépatique. Cette deuxième partie du bilan nous permettra de rechercher des causes d'hépatite virale aiguë ou chronique. Entre parenthèses, les sérologies pour le CMV, l'HSV et l'HHV6, HHV8 seront plutôt utilisées pour des patients immunodéprimés et sont extrêmement rares en population générale et chez les sujets immunocompétents. Cette troisième partie du bilan, on va rechercher les pathologies auto-immunes associées ou responsables de l'ictère. Et cette dernière partie du bilan, on va rechercher des causes de surcharge hépatique pouvant donner une atteinte hépatique. Dans un dernier temps, on va parler de ce qui nous intéresse le plus dans notre activité clinique au centre Lambert, qui va être l'ictère à bilirubine conjuguée au mix avec dilatation des voies biliaires. La problématique est au niveau des grosses et des petites voies biliaires intra- ou extra-hépatiques. Comme dit auparavant, cette ictère est généralement à prédominance sur la bilirubine conjuguée, avec une dilatation des voies biliaires en amont de l'obstacle. L'imagerie a un rôle prédominant, nous permettant de caractériser la nature de l'obstacle et la localisation de ce dernier. Ce type d'ictère est généralement accessible à un traitement instrumental. Cette diapo vous résume les différents pièges du temps de prothrombine. Pour rappel, le TP est le reflet de certains facteurs clés de l'hémostase, notamment le facteur 10, 9, 7 et 2, qui sont des facteurs vitamino-K-dépendants, mais qui sont aussi synthétisés par le foie. Le facteur 5, quant à lui, n'est pas vitamino-K-dépendant, mais synthétisé par le foie. Par conséquent, le TP est un reflet incomplet de la fonction hépatique, contrairement au facteur 5. Les antivitamines K vont donc nous montrer un TP abaissé direct sur le facteur 5. Ce dernier peut être abaissé ou normal, de même que le facteur 5. Et la cholestase chronique va venir abaisser le TP, mais laissera le facteur 5 normal, car les acides biliaires contenus dans la bile sont nécessaires pour l'absorption au niveau de l'iléon terminal de la vitamine K. Par conséquent, les tableaux de cholestase chronique prolongée ont le même effet sur l'hémostase que les antivitamines K.
Pour les étiologies des blocages des voies biliaires, on peut retrouver des causes bénignes, notamment la lithiase biliaire, qu'elle soit isolée au niveau de la voie biliaire principale ou à plusieurs calculs enclavés, responsables d'un empierrement coïdocien. On peut noter aussi le syndrome de Miretti, qui est la séquelle d'un calcul d'une lithiase enclavée dans le canal cystique à proximité de la voie biliaire principale, responsable d'une compression extrinsèque de cette dernière et d'un ictère. On retrouve des formes malformatives, des kystes coïdociens ainsi que des diverticules. On peut noter la présence de cholangites qui peuvent toucher aussi les grosses voies biliaires, la cholangite sclérosante primitive, la cholangite SG4, les cholangites sclérosantes secondaires ainsi que les cholangites radiques. On peut aussi noter de rares cas de blocage infectieux en lien avec des ascaridioses et la présence d'un ver dans les voies biliaires venant bloquer ces dernières. Parlons maintenant des causes tumorales. Les plus fréquentes sont l'adénocarcinome pancréatique, le cholangiocarcinome, les tumeurs neuroendocrines, les métastases, qu'elles soient hépatiques, pancréatiques ou ganglionnaires, d'autres pathologies tumorales, ainsi que l'ampulome. La tumeur de Franz ou TSPP est une tumeur maligne du pancréas relativement rare. Il existe aussi des tumeurs bénignes à risque de dégénérescence, les TIPMP, les cystadénomucineux et l'infrangiome kystique. L'endoscopie est donc un examen clé à la fois pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique de ces patients. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples des types de drainage qu'on peut réaliser. Vous voyez sur ce magnifique schéma une anatomie biliodigestive simplifiée. Voici les différents types de drainage qui peuvent être réalisés en endoscopie et en radiologie interventionnelle. Parlons d'abord du drainage transpapillaire qui vient respecter l'anatomie normale des patients. On vient utiliser un duodénoscope, on se met en face de la papille duodénale et on cathétérise les voies biliaires en mettant une prothèse à l'intérieur de ces dernières. Dans d'autres cas, ce type de drainage n'est pas accessible et nous devons réaliser des drainages extra-anatomiques. On utilise un écran endoscope qui nous permet de visualiser et d'opérer au niveau des structures adjacentes à la lumière digestive et pour réaliser différents gestes, dont des hépatico-gastrostomies, une communication entre les voies biliaires intrahépatiques gauche et la cavité gastrique, des anastomoses coïdoco-bulbaires, une communication entre le bulbe duodénal et la voie biliaire principale, ainsi des anastomoses cholécystico-duodénales ou cholécystico-gastriques, qui sont des communications entre la vésicule biliaire et la lumière digestive. On peut aussi noter que les radiologues interventionnels peuvent réaliser des drainages transpariétaux qui peuvent nous aider dans la plupart des cas. Voici un exemple de CPRE. Comme vous le voyez, nous utilisons un duodénoscope qui est placé en face de la papille duodénale, nous permettant d'opérer à ce niveau. On est aidé pour ce geste de la fluoroscopie. Vous voyez ici une opacication de la voie biliaire principale, du canal cystique, ainsi que de la vésicule biliaire et du canal pancréatique. Pour opérer, nous utiliserons différents outils. Vous voyez ici un bilan d'extraction de calcul et une prothèse biliaire. Hop. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la prise en charge d'une lithiase de la voie biliaire principale. Comme vous le voyez ici, le ballon a été gonflé en amont de la lithiase qui est située au niveau du bas de la voie biliaire principale et lentement tiré pour pouvoir retirer la lithiase de la voie biliaire principale. Voici un exemple en vision endoscopique pour absolument le même patient. Le ballon que vous retrouvez ici est retiré petit à petit, nous permettant d'extraire le matériel lithiasique et libérer la bile qui est enclavée en amont. Voici un autre exemple de drainage par CPRE. Ce patient avait été pris en charge il y a à peu près 3 semaines sur le centre avec, comme vous pouvez le voir, un obstacle sur la voie biliaire principale en lien avec une compression par des ganglions du hépatique. Cet obstacle est responsable d'une sténose haut située ainsi que d'une dilatation des voies biliaires intrahépatiques droite et gauche et une déconnexion de ces dernières. Nous avons cathétérisé les voies biliaires intrahépatiques droite et gauche et mis en place 2 prothèses nous permettant de décompresser les voies biliaires, d'évacuer le produit de contraste et aussi de faire rentrer de l'air, ce qu'on appelle aérobilie, qui témoigne d'un drainage satisfaisant à ce niveau-là. Voici un exemple d'écho-endoscopie interventionnelle. Comme vous pouvez le voir, l'endoscope est surmonté d'une sonde d'échographie. Un canal opérateur nous permet d'utiliser du matériel. Ici, ce sera une aiguille qui sera réalisée pour les ponctions ou pour avoir accès aux différentes cavités que nous souhaitons explorer. Voici des exemples d'outils qu'on peut utiliser. Encore une fois, une prothèse biliaire simple. Ceci est une prothèse à position métallique nous permettant de réaliser une communication entre différentes cavités digestives, que ce soit les voies biliaires, la lumière digestive. Ici, nous avons un exemple d'anastomose coïdocubulbaire en écho-endoscopie. Vous pouvez voir les contours de cette prothèse qui ont été mis en place dans la voie biliaire principale, nous permettant de drainer la bile à ce niveau. En fluoroscopie, une anastomose coïdocubulbaire peut ressembler à ça. Vous voyez encore une fois les voies biliaires dilatées en amont d'une sténose assez haut située. L'ampoule duodénale sera située par ici. Nous venons nous placer en amont dans le bulbe duodénal. On cathétérise les voies biliaires et on peut mettre en place une prothèse afin de drainer ces dernières.
Sur ce scanner, vous pouvez voir une dilatation des voies biliaires intrahépatique en amont d'un obstacle du île hépatique qui sera nécessaire de drainer avec une hépatico-gastrostomie dans ce cas-là. Nous avons réalisé ce geste en venant ponctionner à travers la paroi gastrique les voies biliaires. La mise en place d'un fil guide nous permet de diriger les différents gestes thérapeutiques que nous aurons à faire. Nous créons un trou, une communication entre la paroi gastrique et les voies biliaires et mettons en place une prothèse qui permettra de réaliser un drainage satisfaisant. Voici le scanner du même patient après la réalisation du geste. Comme vous pouvez le voir, la prothèse est située de part et d'autre du parenchyme hépatique et de la paroi gastrique, permettant de drainer de façon efficace les voies biliaires, comme peut en témoigner la diminution de la dilatation des voies biliaires et l'aérobilie que vous pouvez voir ici. Les drainages endoscopiques sont donc des gestes relativement simples, relativement peu morbides. Il existe des risques de pancréatite, d'hémorragie, de perforation et d'infection, ainsi que de cholépéritoine dans moins de 20% des gestes et dépendant bien entendu de la nature du geste. Ces gestes nécessitent une courte hospitalisation dans leur suite, moins de 24 heures d'hospitalisation. Ils n'ont pas de séquelles, pas de drain visible ou de poche notamment. Ils sont possibles dans la grande majorité des cas, sauf en cas d'anatomie digestive modifiée, de chirurgie gastrique et de troubles de l'hémostase, surtout dans les cas de cholestase chronique. En conclusion, on peut retenir trois entités différentes pour les ictères chez la plupart des patients, pour trois types de spécialistes. Les ictères à bilirubine libre seront plutôt pour les hématologues. Les ictères mixtes sans dilatation de voie biliaire devront plutôt être référés aux hépatologues. Et les ictères prédominants sur la bilirubine conjuguée avec dilatation de la voie biliaire pour les endoscopistes interventionnels ou les radiologues interventionnels. La gravité des cas est extrêmement variable, dépend à la fois de l'ictère, mais surtout de la cause de l'ictère. Voici sur cette dernière diapo le tableau un organigramme récapitulatif de la prise en charge. Je vous l'ai transmis dans la fiche réflexe. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez la moindre question, on est disponible maintenant ou par la téléexpertise. Moi, je suis le docteur Pauline Marolo, je suis une des oncologues du service du Centre Léon Bérard et je vais vous parler des toxicités des traitements. Alors, il n'y aura pas que la chimio, mais il y aura principalement la chimio. Bon, ça marche. Ça ne marche pas. Ah si, pardon. Donc déjà, je vais vous parler de l'importance du lien entre la ville et l'hôpital. Donc la ville, c'est principalement vous, parce que les médecins généralistes sont en, enfin, aux portes des patients. Donc vous pouvez détecter rapidement les effets secondaires des traitements. Vous pouvez coordonner tous les soins entre les différents acteurs, notamment tout ce qui est soins de support qui est aussi important que la chimiothérapie. Et puis vous êtes là pour la prévention, donc tout ce qui est vaccination, également le dépistage, parce que c'est pas parce qu'on a eu un cancer du côlon qu'on peut pas avoir un cancer du sein ou un cancer du col. Et puis vous faites aussi le suivi global, parce que vous êtes là avant, pendant et puis après les traitements. Donc, je vais vous parler aussi de tout ce qu'il y a autour du cancer, donc le mode de vie qui est très important, parce que les patients posent beaucoup de questions sur l'alimentation. Donc, il n'y a aucun interdit, c'est-à-dire qu'on ne recommande pas à nous de faire des jeûnes thérapeutiques ou de faire des régimes sans sucre. L'objectif, c'est vraiment que les patients aient une alimentation plaisir et qu'ils ne perdent pas de poids, parce qu'on sait que avoir un bon état nutritionnel, ça améliore la tolérance des traitements. Pareil, le sport, c'est primordial, notamment ce qu'on appelle l'activité physique adaptée. C'est de faire de l'exercice selon les capacités du patient. Ça a prouvé que ça avait un bénéfice, notamment là à l'ASCO, qui est l'énorme congrès mondial d'oncologie. Euh, il y a une étude qui a montré que le fait de faire du sport pendant qu'on avait un traitement après une chirurgie du côlon à but curatif, pardon, ça a amélioré la survie sans récidive et la survie globale. Donc c'est très important. Nous, on a une équipe ici qui fait des bilans, mais il y en a aussi dans toute la région. Et le soutien psychologique, il faut penser au patient, mais aussi à l'aidant, qui est la personne qui est souvent enfin, qui est aux premières loges avec lui et qui peut aussi souffrir. Et donc, c'est très important de penser à ces personnes. Donc, on fait également la vaccination, enfin, ce qui est très important. Donc, il y a la vaccination des immunocompétents. Donc, les immunocompétents, c'est nous, c'est vous et c'est l'entourage du patient. Donc, l'entourage, définit l'entourage comme les personnes qui vivent sous le même toit et qui peuvent être en contact avec les patients. Donc, tout ce qui est la famille, principalement les amis, et nous, les personnels de santé, mais en principe, nous, on est vaccinés. Avant le traitement pour le patient, il faut penser à remettre à jour le calendrier vaccinal, donc le DTPC, le pneumocoque, le zona, l'hépatite B, et puis bien penser à faire les vaccins saisonniers, surtout en ce moment, la grippe et le Covid. Bon, même si le Covid, c'est plus difficile à faire accepter, aussi bien pour les patients que pour les aidants et les personnes autour. Après le traitement, pareil, environ à peu près 3 mois après la fin d'un traitement, si c'est un traitement, adjuvant, il faut bien penser à faire, un rappel de DTPC, de pneumocoque, pour l'hépatite B et le zona.
Donc, les différents types de traitements. Donc, il y a la chimiothérapie, dont on va principalement parler. La chimiothérapie, c'est des traitements cytotoxiques qui vont détruire les cellules tumorales qui se reproduisent, enfin, les cellules qui se reproduisent très vite, donc les cellules tumorales principalement, mais il y en a plein d'autres dans le corps qui se multiplient vite, comme par exemple les cellules de la moelle osseuse qui expliquent les cytopénies, les cellules du tube digestif, ce qui va expliquer les nausées, les vomissements, et les cellules de la bouche, d'où les mucites. L'immunothérapie, c'est complètement différent. Ça va booster le système immunitaire du patient pour qu'il reconnaisse les cellules tumorales qui sont masquées. Et donc, si on, parfois en stimulant, en réveillant le système immunitaire, ça va se retourner contre le patient et donc ça va atteindre des organes qui sont sains et ça va donner un peu comme des espèces de tableaux de maladies auto-immunes. Il y a les thérapies ciblées, donc on en a pas mal en oncologie digestive, tout ce qui est les anti-HER2, les inhibiteurs de tyrosine kinase qui vont aller cibler un récepteur spécifiquement. Et puis après, il y a les essais cliniques où là, c'est des molécules en développement. Donc, je vais vous parler d'abord des vomissements. Après, je vous parlerai des diarrhées, de la neurotoxicité et puis un peu des toxicités de l'immunothérapie. Donc, les vomissements, il y en a deux types différents. Il y a les vomissements qu'on appelle aigus. Donc, ça, c'est dû à un relargage de sérotonine par la paroi intestinale qui vont aller se fixer sur les récepteurs 5-HT3 au niveau de la paroi intestinale et du cerveau et qui vont donner du coup des vomissements qu'on appelle aigus. Donc, on va les bloquer les 5-HT3. Donc, on va donner des antagonistes qui sont des cétrons, comme le zofrène principalement. On donne également des corticoïdes parce que c'est un mécanisme synergique. Et on peut donner aussi du méthoclopramide ou de la dompéridone. Les vomissements retardés, c'est pas du tout le même mécanisme. C'est en gros, c'est des chimiothérapies qui vont relarguer la substance P. La substance P, elle va aller se fixer sur des récepteurs NK qui sont dans le centre des vomissements. Et à ce moment-là, ben, on va avoir des vomissements plutôt retardés. Donc là, on utilise des antagonistes de NK qui s'appellent l'aprepitant, entre autres, des corticoïdes. Et puis, il y a des palonocétrons de enfin, le palonocétron, pardon, qui a un 5-HT3 de deuxième génération. Nous, souvent, on utilise en oncologie digestive un mix des deux, un antagoniste NK et un 5-HT3 de deuxième génération qui s'appelle l'Akinzeo et qui agit pendant plusieurs jours. Ce qui fait que bah, si votre patient il a ça, il n'y a pas d'intérêt en fait de lui rajouter du Zofren les premiers jours ou un autre anti-5-HT3. Et pareil, si vous avez un patient qui vient à J6, J7 avec des vomissements, il n'y a pas d'intérêt de lui mettre de nouveau du Zofren parce que c'est pas le mécanisme qui marchera. Ça bloquera pas le bon mécanisme. Donc les diarrhées, pareil, ça c'est quelque chose d'assez fréquent. Donc il faut bien interroger le patient pour connaître ben, le nombre de selles sur la journée, sur la nuit, l'aspect, est-ce qu'il y a des glaires, du sang, est-ce qu'il y a des selles, est-ce qu'il y a des douleurs abdominales en même temps, est-ce que il y a un syndrome rectal, est-ce que ça apparu juste après la chimio ou à distance. Toujours en gardant en mémoire que l'immunothérapie, ça peut donner des colites même après l'arrêt du traitement. Et il faut connaître aussi ben, le transit de base du patient. Donc la conduite à tenir c'est de maintenir une bonne hydratation, donc soit par les voies naturelles, donc en péros si le patient est en état, et sinon bah, voir pour qu'on puisse le prendre pour mettre en des perfusions à domicile ou sur nos urgences. Il faut faire une prise de sang avec un iono pour voir la fonction rénale, la kaliémie, la magnésémie. Et puis il faut se rappeler que si les patients ont de la fièvre, il ne faut pas mettre d'imodium, parce que ça favorise la translocation bactérienne, donc plutôt non. Et si jamais le patient est vraiment très altéré, a de la fièvre ou au moindre signe, il faut bien penser à nous contacter. Il faut garder aussi en tête, souvent nos patients, ils ont des cancers colorectaux, qu'on peut avoir aussi des fausses diarrhées sur des syndromes subocclusifs ou occlusifs, et que parfois, c'est pas que la chimio. Donc la seule urgence à peu près qu'il y a pour nous, c'est la neutropénie fébrile. Donc si jamais il y a de la neutropénie à la prise de sang, mais qu'il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de conduite spécifique à avoir, enfin on ne met pas d'antibiothérapie en prophylactique. Il faut par contre que le patient surveille la fièvre avec un thermomètre à la maison matin et soir, qu'il évite d'aller dans des rassemblements de gens massifs ou qui traînent avec des gens malades, enfin qui ont un rhume ou autre. Et il faut faire un bilan avec une NFS, des hémocultures, s'il y a de la fièvre, pardon, un ECBU, et penser à faire une PCR grippe et Covid quand on est en période d'épidémie. Là, sur la diapo, vous avez le score de masque, qui est un score qui a été euh, mis au point pour gérer des neutropénies fébriles non graves hors hôpital, qu'on utilise peu en pratique parce qu'il nécessite ben, que le patient soit proche d'un hôpital, soit compliant, bien entouré. Mais en tout cas, si jamais le score est à plus de 21, techniquement, on peut gérer la neutropénie fébrile en ville et l'antibiothérapie qui est recommandée, c'est augmenter un Flox. Mais globalement, c'est une urgence et il faut toujours nous joindre.
L'oxaliplatine, il y a une toxicité qui est très particulière, qui est une neurotoxicité, qui est par une atteinte des neurones du ganglion rachidien dorsal. Donc, il y en a deux types. Il y a l'aigu, ça tout le monde va avoir, qui est lié à une hyperexstabilité des neurones et qui apparaît les premiers jours, qui peut même apparaître pendant la perfusion. Et parfois, les patients, ils ont des spasmes laryngés, ils ont des espèces d'épisodes un peu neurologiques et ça va s'estomper au fur et à mesure, au bout de 2, 3 jours au début. Et puis, c'est quelque chose qui est cumulatif, d'où la neurotoxicité chronique qui est dose dépendante et qui est plus due à une dégénérescence axonale distale. Et là, ça peut être très embêtant pour les patients parce qu'ils ont des paresthésies permanentes qui peuvent être douloureuses, ils ont des troubles pour marcher, ils n'arrivent plus à écrire, ils ne peuvent pas faire des gestes fins. Et ça peut arriver même une fois qu'on a arrêté l'oxaliplatine et ça peut durer pendant des années. Donc en préventif, nous, à l'hôpital de jour, on leur fait porter des gants serrés pendant la perfusion et on recommande aussi de limiter l'exposition au froid. Après, en curatif, on utilise de la duloxétine, de la gabapentin, de l'acupuncture aussi. Et l'équipe de la douleur peut faire du Cutenza, c'est des patchs de capsaïne et ça bloque les récepteurs de la douleur. Il y a un autre effet secondaire de l'oxaliplatine que vous pouvez aussi observer, c'est les réactions d'hypersensibilité retardée. Donc, c'est des réactions non IgE médiées. En gros, ça va donner de la fièvre, des frissons, de la fatigue, parfois des éruptions cutanées. Et ça apparaît 6 à 48 heures après la fin de la perfusion, après plusieurs cycles. Et plus on va faire l'oxaliplatine, et plus la fièvre va arriver tôt après la perfusion. Il faut toujours quand même faire un bilan infectieux parce que même si nous, on pense à ça, ben, ça peut quand même être un événement autre. Il faut toujours arrêter la chimiothérapie et puis bien nous le signaler pour que nous, on puisse revoir le patient et puis adapter le protocole parce que même si parfois c'est effrayant, ils font des gros frissons, des grosses fièvres, on peut toujours essayer de faire en sorte de continuer le traitement en adaptant. Rapidement, les toxicités cardiovasculaires, il y a beaucoup de molécules qui donnent des toxicités cardiovasculaires, que ce soit les anti-HR2, les anti-VEGF. Et donc, il faut bien penser à contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire, autres le tabac, le diabète, et puis euh, nous tenir au courant. Il y a également aussi le risque de thrombose, parce qu'il y a beaucoup de patients qui vont rentrer dans la maladie par une thrombose. Il y a un score qu'on utilise pour mettre une anticoagulation préventive que je ne vous ai pas détaillé, parce que c'est le score de Corana qu'on utilise peu, parce que si on l'utilise, il faudrait mettre tout le monde sous anticoagulation préventive, notamment les pancréas. Et on peut aussi utiliser les anticoagulants oraux directs avec une réserve, c'est que les patients qui ont des tumeurs digestives en place sont plus à risque de saignement et donc d'hémorragie digestive. Donc après, les toxicités cutanées, qui est quand même une grosse partie des toxicités de nos traitements. Donc il y a à peu près deux grandes familles. Il y a le syndrome main-pied, qui est une inflammation des paumes et des plantes des pieds. Donc, il y a des rougeurs, des gonflements, et ça peut donner aussi parfois des formes avec des fissures et une hyperkératose. Ça, c'est dû à deux mécanismes. Il y a soit avec la chimiothérapie, où ça va se diffuser dans les glandes sudoripares et sur les kératinocytes, et donc ça donne des formes diffuses, plutôt inflammatoires, et ça, c'est plutôt la chimiothérapie comme le 5-FU. Mais il y a une autre forme qui est due aux inhibiteurs de tyrosine kinase, où en gros, c'est pas le même mécanisme, ça va bloquer la voie de VEGF et VEGFR, pardon, et donc ça va altérer la microvascularisation du coup, et ça va empêcher, quand il y a au point de frottement, de bien cicatriser, et donc ça va donner des formes plutôt douloureuses au point de friction, pardon, avec de l'hyperkératose. Et il y a une autre grand type de toxicité, c'est l'éruption acnéiforme due aux anti-EGFR. Et là, ça donne des lésions papulopustuleuses qui font comme de l'acné. Souvent, c'est sur le visage, le torse, mais ça peut être aussi au niveau des cheveux. Et ça, c'est parce que c'est dû aux anti-EGFR. Et en fait, EGFR, c'est dans beaucoup de cellules cutanées, soit les follicules pileux, les glandes sébacées, les kératinocytes. Et donc, forcément, quand on bloque ben, ces cellules, ça enlève le sébum qui protège, ça accumule les kératinocytes, ça fait des boutons. Et donc, ça donne ce type de lésion. Il y a les patients, ils ont souvent la peau sèche, ça peut les gratter. Et donc, il faut bien leur dire d'hydrater. Et puis, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des paronychies, qui sont des inflammations au niveau des ongles. Donc, comment on prévient toutes ces toxicités, pardon? Il faut dire aux patients bah, de mettre une crème hydratante émolliente quotidiennement. Et, idéalement, c'est matin et soir, mais c'est quand même assez contraignant. D'utiliser une protection solaire en permanence. Donc, c'est en principe pas du tout d'exposition. Et puis, quand on s'expose, c'est quand même chapeau, lunettes et puis 50. De mettre des vêtements adaptés.
Il faut porter des chaussures amples, des chaussures confortables, des vêtements amples, parce que ben, tout ce qui est microtraumatisme et contact répété, ça favorise la diffusion, par exemple, de la chimiothérapie au niveau des glandes sudoripare, et donc ça aggrave le syndrome main-pied. Et puis, il y a des mesures de protection. Ben, en hiver, on leur recommande de porter des gants, d'éviter de faire la vaisselle notamment, et pas de frottement, donc pas faire de couture, de travaux manuels ou de guitare. Donc le traitement, le syndrome main-pied, on utilise en préventif parfois des crèmes à allurer 10%, qui sont des préparations qu'on peut faire en pharmacie. Et quand on veut éliminer la corne, enfin les zones hyperkératosiques, on utilise des crèmes à 30%. Donc il y en a dans le commerce, notamment je crois La Roche-Posay, je ne sais pas si je peux dire un nom de marque. On peut aussi utiliser sur les formes inflammatoires des dermocorticoïdes et après des médicaments antalgiques, enfin du Doliprane ou autres, des paliers 2 ou des paliers 3, même nous on utilise parfois en cas de douleur très importante. Et puis si vous voyez un patient qui a un énorme syndrome main-pied, il ne faut pas hésiter à nous appeler pour qu'on lui arrête le traitement et qu'on le revoie pour adapter les doses. Et pour les anti-EGFR, on met toujours en prévention primaire de la doxycycline qu'on peut majorer en cas de besoin et pareil des dermocorticoïdes qu'on peut mettre sur les folliculites. C'est un effet secondaire qui apparaît assez rapidement, l'éruption acnéiforme. Ça apparaît 1 à 2 semaines après l'instauration. Souvent, c'est maximal à la fin du premier mois. Et il faut se rappeler qu'il n'y a aucun intérêt des antibiotiques topiques, parce que c'est pas parce qu'il y a des pustules qu'il y a une infection. Pareil, de faire des prélèvements, ça n'a pas d'intérêt parce qu'on retrouve souvent du staph et que c'est ce qu'on a sur la peau. Donc, c'est plutôt des corticoïdes et des mesures de prévention. Donc cette diapo est très mal passée, mais c'était rapidement pour toucher un mot sur les toxicités immunomédiées. En gros, ça peut donner des toxicités assez graves, donc comme des myocardites, des colites, des hypophysites, des pneumopathies, des myasthénies, des myosites, enfin tout, plein de choses. Ça peut donner plein d'effets secondaires. Globalement, si vous avez un patient qui a une immunothérapie et qui a un effet secondaire qui traîne ou qui est fatigué ou autre, il ne faut pas passer à côté d'un diagnostic qui pourrait être, enfin, d'un diagnostic de toxicité, notamment les arthralgies ou les douleurs dans les muscles. Il faut bien penser à doser les CPK ou les troponines, enfin, et puis nous appeler en cas de besoin. Parce que les toxicités immunomédiées, c'est pas comme la chimiothérapie, c'est pas au début et après, une fois qu'on arrête le traitement, c'est fini. C'est un mécanisme différent, ce qui fait que ben, ça peut survenir très tôt, comme très tard, parfois au-delà d'1 an, et même quand on arrête le traitement. Enfin, je vais vous parler enfin, très rapidement des essais cliniques, parce qu'on en a beaucoup au centre Léon Bérard, et donc pouvez être amené à avoir des patients qui sont en essai. Donc, faut savoir qu'il y a beaucoup de médicaments concomitants qui sont interdits. Donc, avant de pouvoir prescrire, il faut nous appeler ou voir avec le patient. Et je me permets juste de faire une parenthèse sur la phytothérapie dont parlait le docteur Coupier. Même hors essai, il faut plutôt pas prescrire ce type pardon, de traitement aux patients parce que ça a des interactions avec beaucoup de chimiothérapie et donc parfois ça peut donner des cytolyses qu'on n'arrive pas à comprendre initialement et qui peuvent être imputables à des médicaments autres que les patients prennent. Il faut sensibiliser les patients pour que les informer, qu'ils prennent pas des choses sans nous dire. Et puis, nous, on a besoin de tout déclarer. Donc, si vous voyez un patient qui va pas bien ou autre et que vous adressez aux urgences de proximité, bah, si vous pouvez nous appeler pour nous tenir au courant, c'est toujours l'idéal. Donc, les messages clés, c'est qu'il faut connaître le protocole de traitement du patient. Comme ça, vous savez quels effets secondaires il peut avoir et puis bien adapter les traitements. Nous appeler s'il y a le moindre problème, la moindre question, parce que comme on disait au début, c'est très important qu'on soit en lien pour que les patients soient bien suivis et qu'on soit tous comme une équipe. Et parce que vous avez un rôle primordial, vous êtes au centre et c'est vous qui les suivez après, comme on disait, comme on dit. Et il faut faire attention, pardon, à la progression parce que c'est pas parce que on vomit ou qu'on a la diarrhée qu'on a forcément une tox de la chimiothérapie. Ça peut être qu'il y a une progression, des métastases cérébrales ou autre. Voilà, merci pour votre attention. Bonsoir et merci de votre participation. Donc, je suis le docteur Émilien Der, gastro-entérologue sur le centre Léon Bérard avec une spécialisation en endoscopie digestive. Et moi, ce soir, je vais vous parler de la stratégie de dépistage du cancer colorectal. Donc, on va rentrer plutôt sur un type de prévention avant, si possible, que les patients aient un traitement curatif au centre Léon Bérard. Donc, première diapo sur l'épidémiologie du cancer colorectal en France. C'est un cancer, comme vous le savez, qui est fréquent. C'est le troisième cancer le plus fréquent en termes de prévalence et c'est la deuxième cause de décès par cancer en France. Donc, on est à peu près en 2023, sur les données de 2023, on avait 47 500 nouveaux cas de cancer du côlon et environ 17 000 décès par an.
C'est un cancer qui, s'il est pris en charge précocement, garde un excellent pronostic puisque la survie à 5 ans dépend directement de son stade initial. Lorsqu'il est pris en charge précocement, un stade 1 ou 2, on est à 90% de survie à 5 ans. Pour les stades 3, on est à 70% et pour les stades 4 métastatiques, le pronostic chute avec 15% de survie à 5 ans. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un test de dépistage qui s'appelle le test FIT, notamment, anciennement test hémoculte. Et ce test, il a été prouvé qu'il permettait une diminution de 15% de la mortalité par cancer colorectal. Alors, en termes d'âge médian en diagnostic, alors vous voyez déjà que le cancer du côlon, il touche un petit peu plus les hommes que les femmes, mais c'est globalement un cancer avec un sexe ratio assez équilibré entre les deux. On voit sur ce schéma que l'incidence du cancer augmente significativement après 50 ans, avec un âge médian en diagnostic de 71 ans chez l'homme, 72 ans chez la femme, donc ça reste quand même plutôt un cancer du sujet âgé. Mais 4 à 6% des cas de cancer colorectal vont survenir avant 50 ans. Et il y a actuellement une augmentation importante en Europe. Alors, c'est très vrai pour les États-Unis et c'est en train de devenir le cas en Europe. On assiste à de plus en plus de cancers du côlon chez des sujets jeunes de moins de 50 ans et même parfois des sujets très jeunes de moins de 40 ans. Alors, la carcinogénèse du cancer colorectal, elle est bien connue. Ça va partir d'une lésion polypoïde, un adénome ou un polype festonné qui va dégénérer, qui va acquérir des mutations avec une transformation en dysplasie de bas grade, dysplasie de haut grade et in fine un adénocarcinome invasif. On considère que sur une période de 10 ans, si on prend 1000 adénomes, 2% vont se transformer en adénome avancé. Ce qu'on entend par adénome avancé, c'est un adénome avec de la dysplasie de haut grade ou du cancer superficiel. Et sur ces 20 adénomes avancés, un va se transformer en cancer colorectal. Cette carcinogénèse, elle met environ une dizaine d'années à se mettre en place. Donc la stratégie de dépistage actuellement du cancer du côlon, elle repose sur ces 3 groupes de risques qui ont été définis. Donc alors je commence par la droite, en rouge, les patients à risque très élevé. Ça va représenter 5% des cancers du côlon. Donc ces patients, ils ont un risque de cancer colorectal vie entière de 10 à 100% en fonction de la mutation génétique identifiée. Donc ce sont des patients avec des prédispositions génétiques de type polypose adénomateuse familiale, syndrome de Lynch. Ces patients-là, la surveillance, elle repose sur le gastro-entérologue qui définit un dépistage individuel avec un dépistage qui repose essentiellement sur la coloscopie, au cours desquelles on peut également faire de la chromandoscopie, c'est-à-dire des colorations pour mieux mettre en évidence des polypes de petite taille. On a ensuite donc dans le tableau en orange les patients à risque élevé qui représentent 15% des cas de cancer colorectal avec un risque vie entière de 4 à 10%. Ces patients, ce sont les patients avec antécédents personnels ou familial au premier degré, c'est-à-dire père, mère, frère et sœur ou enfant. Donc personnel ou familial au premier degré, soit d'un cancer colorectal, soit d'un polype, ou les patients ayant des antécédents de maladies inflammatoires chroniques intestinales. Donc ces patients, c'est pareil, c'est un dépistage individuel où ça va nécessiter une consultation spécialisée. Le dépistage repose sur la coloscopie et globalement, on va définir la coloscopie en fonction pour les maladies inflammatoires intestinales, en fonction de plusieurs critères, le contrôle de la maladie, l'extension de la maladie. Et puis pour les patients ayant des antécédents familiaux ou personnels avancés ou pas de ces polypes. Et puis ensuite, on a tout le reste de la population à partir de 50 ans. Donc, ce sont des patients qu'on va définir comme étant à risque moyen, et ça représente la grande majorité des cancers du côlon, puisque ça représente 80% des cancers colorectaux, avec un risque vie entière de 3 à 4%. Donc, cette population a une indication à réaliser un test FIT, donc pour toute la population entre 50 et 74 ans asymptomatiques, c'est-à-dire que les patients qui ont des douleurs abdominales inhabituelles, des troubles du transit inhabituels, du sang dans les selles. Ces patients vont devoir bénéficier d'une coloscopie. Pour tous les patients asymptomatiques, c'est un test FIT. Ce test FIT, il doit être réalisé tous les 2 ans
Et l'accessibilité au test FIT a été récemment simplifiée afin de permettre à la population d'avoir un meilleur accès à ce test. Donc, il peut être disponible soit via un professionnel de santé, notamment les médecins généralistes. Il peut être disponible dans certaines pharmacies agréées pour délivrer le test. Et puis, les patients peuvent également commander ce test sur monkit.dépistage-colorectal.fr et recevoir le test directement à la maison. Alors, les objectifs de ce test FIT, c'est bien évidemment de détecter des lésions précancéreuses ou bien des cancers à un stade précoce, c'est-à-dire à un stade où la prise en charge va être curative et où le patient, on l'a vu tout à l'heure, va avoir une bonne survie. À l'échelle de la santé publique, l'objectif du test FIT, c'est de diminuer à court terme la mortalité et l'incidence du cancer colorectal. Puis évidemment, il y a toute une question également médico-économique derrière, l'objectif étant de limiter les coûts du cancer pour la société, puisqu'un cancer pris en charge précocement coûtera beaucoup moins cher qu'un cancer pris en charge tardivement avec nécessité de chimiothérapie, par exemple. Ce test FIT, donc, on l'a dit, s'adresse aux patients asymptomatiques entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans. Le test est réalisé par le patient à domicile sur un seul échantillon de sel. C'est une des grosses différences avec l'ancien test Hémoculte qui nécessitait un recueil sur 3 selles. Donc l'objectif étant d'essayer de faciliter, d'améliorer l'adhésion des patients à ces tests. Le test repose sur la détection, sur un anticorps spécifique de l'hémoglobine humaine. C'est encore une différence avec l'ancien test Hémoculte, qui était un test colorimétrique et qui était beaucoup moins spécifique. Donc on améliore avec ce test la spécificité. Le seuil de positivité pour le test, il a été fixé en France à 30 microgrammes par gramme de sel. Donc c'est un seuil qui a été fixé pour obtenir une sensibilité entre 80 et 90%. Donc ça a été déterminé via tout un tas d'études, on va dire, médico-économiques. Certains pays ont choisi d'autres seuils, donc c'est pour ça que parfois dans les études, on peut avoir des sensibilités qui sont différentes, mais évidemment, plus on abaisse le seuil de détection, plus on va augmenter la sensibilité, mais plus on risque de faire des coloscopies, entre guillemets, blanches, donc des faux positifs. Et puis, bien évidemment, lorsque le test est positif, il y a une indication à réaliser une coloscopie d'âne. Alors, que dire à un patient qui vient avec un test FIT positif? Déjà, ce test, il est positif dans à peu près 4% des cas. Et lorsqu'il est positif, on va retrouver une lésion à la coloscopie dans environ 60% des cas. Donc, ça veut quand même dire que dans 40% des cas, la coloscopie sera normale. Dans la grande majorité des cas, plus de 45% des cas, on va retrouver des adénomes, donc des polypes précancéreux. Et dans à peu près un peu moins de 10% des cas, on va retrouver des cancers. Et lorsqu'on détecte un cancer, dans 2 tiers des cas, ces cancers sont détectés à un stade précoce, donc comme on l'a vu, cancer de bon pronostic. Ce test, il va détecter 2,4 fois plus de cancers et 3,7 fois plus d'adénomes avancés que l'ancien test Hémoculte. Mais malheureusement, la participation est encore insuffisante en France. Alors on voit sur cette étude européenne, on a tous les différents taux de participation du test FIT dans différents pays européens. On voit que la France, on est à moins de 35% d'adhésion, donc c'est pas très réjouissant. On a des pays comme les Pays-Bas, on est à pratiquement 70% de participation. L'Italie, qui est notre voisin, parce qu'on a à un moment dit que c'était de par nos racines latines que les Français adhéraient moins au test FIT. Et ben la preuve que non, puisque les Italiens, qui ont également des racines latines, ont une bien meilleure participation que nous. Puis les Anglais sont à plus de 50%. Donc participation insuffisante et puis participation extrêmement hétérogène sur le territoire. On voit qu'il y a des territoires. Alors en bleu foncé, ce sont les territoires qui participent bien au test. Et puis en bleu clair, ce sont les territoires qui ont un taux de participation inférieur à 30%. Donc on voit que cette participation, elle est très hétérogène sur le territoire. Alors pourquoi est-ce que c'est embêtant ce manque de participation? Parce que moins les patients participent au test de dépistage, plus on risque de passer à côté de cancer. Et vous voyez que pour un taux de participation de 30% au test de dépistage, on va éviter 2600 décès par an. Donc c'est à peu près ce qu'on évite
termes de mortalité en France. Si on montait à 45%, on évite 4000 décès par an. Et si on montait jusqu'à 65%, on éviterait 6600 décès par an. Je vous ai dit tout à l'heure que le cancer du côlon, c'était à peu près 17 000 décès par an en France. Ça veut dire qu'on éviterait plus d'un tiers de décès euh, liés au cancer du côlon. Donc, notre participation est insuffisante et l'objectif minimal d'efficience qu'on s'est fixé, c'est au moins 45%. Alors, deux petites questions, on va dire, pratico-pratiques. La première, quelle surveillance si la coloscopie est normale après un test FIT positif? Eh bien, la réponse, c'est qu'il faut refaire un nouveau test FIT 5 ans après. C'est-à-dire que une coloscopie normale, ça va, entre guillemets, immuniser le patient pendant 5 ans. Maintenant, quelle surveillance lorsque la coloscopie retrouve des polypes? Alors, est-ce qu'on fait une coloscopie tous les 5 ans à vie? Ça, on va voir que c'est un petit peu, c'est ce qui se faisait beaucoup avant, mais ça a été un petit peu modifié par une méta-analyse récente qui est parue en 2021, qui a repris 12 études avec plus de 500 000 patients, avec une durée moyenne de suivi de 8 ans et demi, et qui a comparé l'incidence et la mortalité du cancer colorectal après une coloscopie chez les patients chez qui on ne retrouvait pas de polypes, les patients chez qui on retrouvait des polypes de bas grade et les patients chez qui on retrouvait des polypes de haut grade. Et les conclusions de cette étude ont été que le risque de cancer et de mortalité était significativement plus élevé lorsqu'on détectait un adénome à haut risque. En revanche, ce risque de cancer et de mortalité est comparable chez les patients qui n'ont pas d'adénome, donc coloscopie normale, ou bien des adénomes à bas risque, c'est-à-dire moins de 5 polypes, des petits polypes de moins d'1 cm et des polypes sans dysplasie de haut grade. Donc les recommandations, à l'issue de cette grosse méta-analyse, les recommandations françaises ont été revues avec des nouvelles modalités de surveillance post-polypectomie, l'objectif étant d'alléger la surveillance chez les patients à faible risque afin d'essayer d'orienter les ressources chez les patients qui ont des risques plus accrus. Donc ça, ce sont nos guidelines chez les patients en post-coloscopie. Donc chez les patients, alors on va prendre les patients qui sont à risque élevé, c'est-à-dire beaucoup de polypes, des gros polypes, des polypes avec de la dysplasie en anapathe. Ces patients, il va falloir leur faire une coloscopie de contrôle à 3 ans. Et puis en fonction du résultat de cette coloscopie, soit on fera un contrôle à 3 ans, soit à 5 ans. En revanche, chez les patients qui vont avoir une coloscopie normale ou les patients qui ont un faible risque de polypes, de cancer colorectal après polypectomie, donc ces patients, c'est moins de 5 polypes, des petits polypes de moins d'1 cm, absence de dysplasie. Soit on va leur refaire une coloscopie à 5 ans, soit dans certaines situations, les patients vraiment à faible risque, on introduit la notion de consultation de prévention personnalisée à 5 ans. Donc ces patients, on ne va pas forcément leur refaire une coloscopie à 5 ans. Par contre, on les revoit en consultation pour discuter de la suite de la surveillance. Donc soit il y a la possibilité de refaire une coloscopie bien à distance qu'on espace à 10 ans, soit dans certaines situations une coloscopie à 7 à 10 ans. Et grande nouveauté sur ces dernières recommandations, c'est l'introduction du test FIT chez ces patients ayant des antécédents de polypes. Donc le test FIT a désormais une place dans la surveillance de ces patients, alors que jusqu'à maintenant, on disait que les patients ayant eu des polypes, il fallait toujours les surveiller par coloscopie. Ce vieil adage, on va dire, est désormais faux, puisqu'on peut utiliser le FIT chez ces patients au cours de la surveillance. Donc globalement, pour la coloscopie systématique tous les 3, tous les 5 ans chez ces patients, la réponse actuelle, c'est non. On revoit les patients à 5 ans quand ils sont à bas risque, on rediscute avec eux, on refait le point, et puis éventuellement, on peut introduire cet examen FIT de dépistage. Donc en conclusion, les tests, le dépistage va s'adresser principalement, la grande majorité des patients, ça va être les patients de plus de 50 ans asymptomatiques qui représentent 80% des cancers du côlon, avec la réalisation d'un test FIT tous les 2 ans. La participation à ce programme de dépistage est malheureusement insuffisante et hétérogène. Et on a, avec les dernières recommandations, défini des patients à faible risque post-polypectomie et à haut risque post-polypectomie, ce qui nous a fait introduire cette notion de consultation gastro-entérologique de prévention
et puis qui introduit également la fin de la coloscopie systématique tous les 5 ans avec la nouvelle place du test FIT dans cette stratégie de dépistage. Voilà, je vous remercie de votre attention.